Ceci est une présentation de Lutte ouvrière sur les violences policières. Elle a comme thème la police, bras armé d'un État et d'un ordre social injuste. Les pratiques racistes et brutales d'une partie de la police française sont mises en lumière à chaque cas de violence policière. Ainsi, par exemple, en 2017, à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, Théo, un éducateur noir de 22 ans, avait protesté contre la gifle qu'un policier venait d'infliger à un de ses amis avec qui il marchait dans la rue. Il n'en a pas fallu plus pour que les policiers le mettent à terre et le violent avec une matraque tout en l'abreuvant d'insultes racistes. Autre exemple, la mort d'Adama Traoré en 2016 lors d'une interpellation par les gendarmes à Beaumont-sur-Oise, qui a suscité une mobilisation, ou plus récemment celle d'un père de famille coursier à scooter à Paris, arrêté par des policiers en janvier 2020, ou encore celle d'un autre père de famille interpellé pour non-respect du confinement par la police municipale de Béziers en avril 2020 et qui est également décédé. Ces affaires ont révélé au grand jour des pratiques détestables qui découlent de la fonction de contrôle social de la police, bras armé de l'État. Et cet État n'est là que pour assurer la pérennité de la domination de la bourgeoisie au prix d'injustices sociales qui traversent toute la société. Les classes sociales ont des intérêts irréconciliables et les capitalistes mènent sans cesse la lutte de classe contre les travailleurs qu'ils exploitent. Les ouvriers et employés à la merci de leur patron, de leur chef, les travailleurs licenciés qu'on force à rejoindre la cohorte des chômeurs sans perspective, tous vivent au jour le jour la brutalité du règne du patronat. Le rôle de l'institution policière est de contraindre les classes populaires dans leur ensemble, et chacun de leurs membres individuellement, à accepter de se soumettre aux règles injustes de cette société inégalitaire, de s'y résigner de gré ou de force par la contrainte. Ce rôle, la police l'assume conjointement avec la justice et le système pénitentiaire. Il est défini par le cadre de loi, même si la police s'en écarte parfois, et s'exerce sous le contrôle du gouvernement. C'est le cœur d'un État qui ne peut être que brutal vis-à-vis des opprimés. Dans cette société basée sur d'énormes disparités sociales et qui met l'individualisme au rang des valeurs positives, les vols, les cambriolages, les agressions liées au trafic de drogue et toutes sortes de comportements asociaux pèsent sur la population, en particulier sur celle des quartiers populaires où la délinquance se concentre. La police la réprime, ce qui protège un tout petit peu la population de la pourriture générée par la domination de la minorité bourgeoise. En régime capitaliste, la police est une nécessité pour assurer la stabilité de la société, malgré les déséquilibres constants qu'engendre la domination d'une minorité de riches. Pourtant, même dans la tâche utile de protection de la population, la police est marquée par son rôle de pilier d'un état de classe. Elle ne traite pas du tout pareil un cambriolage dans une cité et un autre commis dans les beaux quartiers dont est victime une famille de riches. Un délinquant en col blanc qui peut avoir volé une somme 10 000 fois plus importante qu'un petit voleur à la tire a peu de chances d'être tutoyé et rudoyé par la police. Par contre, la police pèse sur les quartiers populaires et a l'habitude de considérer l'ensemble de ses habitants, ou tout du moins sa jeunesse, comme des adversaires. Ce qui a comme conséquence qu'au lieu d'instaurer la tranquillité dans la vie quotidienne, l'action de la police l'aggrave bien des fois. Les policiers affectés à ces tâches ne sont peut-être pas pires que les autres au départ, mais leur fonction les forme à mépriser les pauvres, et parmi eux, encore plus les immigrés ou les jeunes issus de l'immigration. Dans une agression, comme celle dont a été victime Théo, ce n'est pas seulement la question du comportement de quelques policiers gangrénés par le racisme. Cette brutalité, ce racisme, ce sont les fruits pourris que produit obligatoirement cette police de classe. Ce qui gêne les gouvernements et la hiérarchie policière, c'est quand cette brutalité devient publique et du coup fragilise l'autorité de l'État. Dans certains de ces cas-là, elle peut être sanctionnée, selon le vocabulaire en vigueur, pour, je cite, restaurer la confiance de la population dans la police. Mais d'ordinaire, les bavures policières sont étouffées par la hiérarchie et la justice, qui savent que c'est la fonction de maintien d'un ordre social injuste qui crée l'organe, la police, aussi injuste et brutale que la société qu'il défend. Ainsi déjà en 2008, un policier d'Aulnay-sous-Bois avait placé un enjoliveur entre les fesses d'une personne, auteur d'un délit routier, le menaçant de sodomie.
Le supérieur arrivé sur les lieux était resté passif face aux agissements de ses subordonnés et avait été condamné à l'époque à 1 an de prison avec sursis et 1 an d'interdiction d'exercer pour non-empêchement d'un délit. Eh bien, 10 ans plus tard, ce même policier était le commissaire de police d'Aulnay, la hiérarchie l'ayant laissé en place et même promu. Ce qui ne peut être interprété autrement que comme une incitation aux bavures à connotation sexuelle, dont Théo a été victime dans la même ville plus tard. Comment dès lors s'étonner qu'une partie de la jeunesse, celle qui se morfond sans perspective, réagisse de temps à autre en s'embrassant dans de petites émeutes urbaines qui, une fois en 2005, se sont étendues. Mais elles ne débouchent toutefois pas sur une conscience politique accrue ou une remise en cause des fondements de la société. Et puis, il y a tout un autre volet de l'activité policière qui est directement tourné contre les réactions collectives des travailleurs. Toute une partie des forces de police et de gendarmerie ne sont même pas un tout petit peu axées vers la protection de la population. Ce sont les plus de 30 000 CRS et gendarmes mobiles qui constituent des forces conçues, entraînées et équipées pour la répression des mouvements sociaux et des foules. Tous ceux qui ont participé ou sympathisé avec le mouvement des Gilets jaunes s'en sont bien rendus compte. Ce qui est appelé couramment maintien de l'ordre est en réalité une organisation de l'État pour le maintien d'un ordre social injuste. Cet État doit être capable d'imposer les injustices de l'exploitation par la force de son bras armé policier si besoin. La population est donc désarmée, pendant que les forces potentielles de répression, elles, sont armées et très bien équipées. Friedrich Engels, révolutionnaire du XIXe siècle, résumait cela en écrivant que l'État est avant tout formé de détachements spéciaux d'hommes armés. Ceux-là vivent à l'écart des zones où ils interviennent, de façon à ce qu'ils ne soient pas tentés de sympathiser avec les gilets jaunes qu'ils répriment ou avec les ouvriers grévistes qui sont chargés d'évacuer de l'usine, où ils font grève pour empêcher qu'elle ne ferme et ne se retrouvent au chômage. Dressés à voir des ennemis dans les participants aux manifestations ouvrières ou à celles de la jeunesse contestatrice, il n'est pas surprenant qu'ils aient tiré pour blesser lors des manifestations de gilets jaunes avec leur LBD, ou qu'un CRS ait violemment frappé un adolescent de 15 ans devant son lycée lors de la lutte contre la loi travail, ou qu'un gendarme ait envoyé une grenade sur Rémi Fraisse, le tuant au barrage de Sivins en 2014, ce que la justice a couvert ensuite d'un non-lieu. Évidemment, les dirigeants de l'État essayent de cacher aux opprimés qu'ils se préparent tous les jours à les combattre. Même lorsque le gouvernement n'a pas besoin de leur confier des tâches de répression ou d'intimidation, CRS et gendarmes mobiles sont en permanence payés, entraînés, prêts à agir pour protéger le capital. Et s'il n'y suffisait pas, l'armée et ses troupes spécialisées, comme les paras ou la Légion étrangère, seraient mobilisables. Dans les périodes où les luttes ouvrières sont surtout défensives et de faible ampleur, la fonction répressive de l'État et de la police n'est pas employée très souvent. La bourgeoisie peut donc habituellement masquer sa domination par un cirque électoral permanent qui donne plus ou moins l'illusion que l'État représente la population. À chaque occasion, la population est la cible d'opérations de communication tendant à lui présenter la police sous un jour favorable, pour cacher son véritable rôle social. Ces dernières années, à chaque attentat islamiste, le gouvernement entreprend une véritable opération politique sur le thème « La police nous protège, tout le monde aime la police ». Ce qui permet de justifier, avec un état d'urgence qui tend à devenir permanent, des pouvoirs policiers élargis, pouvoirs qui seront à coup sûr utilisés un jour contre ceux qui remettent en cause l'ordre capitaliste. En tout cas, il est devenu, à Paris tout du moins, et cela a commencé sous un gouvernement de gauche, il est devenu habituel de manifester de façon complètement encadrée par la police. Ce qui a donné l'occasion, notamment lors des dernières manifestations du 1er mai, à des groupes anarchisants ou autonomes de s'affronter au CRS dans le but de radicaliser des manifestants qui se retrouvent au milieu de jets de projectiles, de gaz lacrymo, alors qu'ils sont venus protester contre toute autre chose que l'appareil policier. Vouloir provoquer des charges policières au milieu des travailleurs mobilisés, les plaçant devant un fait accompli sans faire appel à leur conscience, est une façon d'essayer de les manœuvrer. C'est cynique, et cela joue un rôle néfaste dans les mouvements sociaux. Aux alentours des gares et dans les transports urbains, les immigrés sans papier sont victimes de contrôles au faciès, contrôles ciblés.
En 2015, l'État français a été condamné pour la première fois dans 5 dossiers de contrôle aux faciès. Le ministère de la Justice, alors dirigé par Christiane Taubira, responsable politique de gauche, a osé faire appel de cette condamnation qui a au bout du compte été confirmée par la Cour de cassation. Au pouvoir, la gauche a voulu surtout montrer qu'elle soutenait la police, même dans ses œuvres les plus injustes. C'est ainsi que la promesse de Hollande de mettre fin au contrôle aux faciès est restée lettre morte, avec toutes les idées qui pouvaient éventuellement les limiter, comme le récépissé de contrôle. De toute façon, l'ensemble des lois et dispositions visant les immigrés privés de papier ne sont qu'une vaste œuvre de criminalisation de gens qui fuient la misère et la guerre. Une entreprise aussi inhumaine ne peut que générer des comportements ignobles. Depuis le gouvernement qui signe des directives dans le calme des bureaux dorés des beaux quartiers parisiens, au préfet qui fait rafler des jeunes sans papier à la sortie de leur école ou au lycée, jusqu'au policier qui, à l'aéroport de Roissy, étouffe dans un avion un Africain que la justice a décidé de renvoyer, eh bien tous sont coupables d'inhumanité. L'indignation justifiée que provoque chaque cas de violence policière donne lieu à des rassemblements et des manifestations où l'attitude de la police est remise en cause et les bavures, malheureusement parfois mortelles, sont dénoncées. C'est l'occasion pour une partie de la gauche de faire des discours dénonçant des moutons noirs dans la police et en appelant au ministère de l'Intérieur pour faire le ménage et promouvoir une police républicaine. Police qui serait, à ce moment-là, supposée être respectueuse de tous. Tout cela n'a aucun sens, si ce n'est la défense non pas des victimes à venir de la police, mais de la bonne réputation d'un État qui pourra ainsi continuer à tromper les travailleurs sur son rôle réel. La présence au gouvernement de gauche de la Guyanaise Taubira de 2012 à 2016 n'a pas empêché le noir Théo d'être brutalisé odieusement. Celle de l'écologiste Duflot n'a pas empêché les gendarmes de tuer le militant Rémi Fraisse. Pas plus que 8 années de présidence d'Obama n'ont changé les réflexes racistes et meurtriers de la police américaine. Alors présenter un code de déontologie comme une solution à l'apaisement des rapports entre la police et la population est ridicule. Tout comme les appels à rendre la police plus républicaine. D'ailleurs, CRS ne signifie-t-il pas compagnie républicaine de sécurité? Et effectivement, c'est la République bourgeoise dont elles assument la sécurité, pas celle de la population, et bien souvent contre elle. De même, le retour régulier de l'idée de police de proximité est un leurre. Le développement des polices municipales, dont les effectifs ne cessent de croître et qui assument ce rôle de proximité, n'a pas du tout fait reculer les violences policières. Cette police de proximité, si on en croit ses promoteurs, serait censée être au contact de la population, et elle est présentée comme un contrepoint à l'action des BAC, des brigades anticriminalité, qui ont tendance à se comporter facilement comme une bande rivale de celle des dealers, les deux luttant pour imposer leur loi sur un quartier. Testé sous Jospin, c'est-à-dire sous la gauche il y a plus de 20 ans, le concept de police de proximité a été enterré en 2003 par la droite de Sarkozy. En 2012, le candidat Hollande avait promis de rétablir la police de proximité. Il n'en a rien fait. Ce qui a permis au candidat Macron de faire la même promesse en 2017, sans rien en faire de plus. C'est dire si l'idée est subversive. Au passage, notons que de la gauche sont issus des ministres de l'Intérieur, hier Valls, aujourd'hui Castaner, qui s'appuient sur le rôle répressif de la police et la soutiennent sans faille. Toutefois, il faut reconnaître qu'au pouvoir, la gauche a bien fait quelque chose, de 2012 à 2017, en matière de police. Elle en a augmenté les effectifs. D'autres courants politiques, semblant plus radicaux, revendiquent le désarmement de la police. Mais de quel armement parle-t-on? Des armes à feu? Mais Théo n'a pas été violé avec une arme à feu ou même sous sa menace. Adama Traoré n'a pas été mortellement asphyxié par une arme à feu. Un désarmement n'empêcherait même pas des actes odieux comme cela. Et qui devrait désarmer les policiers, dont certains manifestent pour avoir le droit de se servir le plus souvent de leur arme? Le ministre de l'Intérieur? Qui peut croire cela? Poser le problème uniquement dans ces termes, et surtout ne pas mettre le doigt sur le rôle de maintien de l'ordre social de la police, épaulée par la justice, par le système parlementaire et finalement par tout l'État, c'est comme vouloir qu'il n'y ait plus de guerre en demandant aux États d'arrêter de s'armer et de devenir pacifistes. Autant demander du lait à un bouc. Débarrasser la société de cette force de police qui pèse sur elle pour obliger au respect de gré ou de force de la propriété capitaliste, débarrasser les travailleurs de la menace de l'intervention des forces de l'ordre bourgeois quand ils se lancent dans une action gréviste d'ampleur,
Cela ne pourra se faire qu'au travers d'une véritable révolution ouvrière et populaire, qui détruira complètement l'ancien appareil d'État et en construira un non seulement au service de la population travailleuse, mais constitué des travailleurs eux-mêmes. En tant que communistes, nous affirmons qu'à plus long terme, c'est toute la société qu'il faudra transformer dans un sens socialiste et tourner vers la vie collective pour en finir avec les contradictions de classe et les tares qui leur sont inhérentes. Alors seulement on pourra se passer de police. La nécessaire révolution pour y parvenir ne pourra être victorieuse qu'en surmontant l'obstacle que constituent les forces actuelles de la police et de l'armée. Elle attirera à elle leurs éléments les plus sensibles à la cause des classes populaires et s'emparera du même coup de leur armement, ce qui sera nécessaire pour vaincre le noyau qui défendra jusqu'au bout la bourgeoisie. Dans le passé, aucune véritable révolution n'a pu être victorieuse sans dissoudre et vaincre à la fois les forces de répression de l'État. À l'avenir, il en sera de même.